Bonjour, bonjour. En fait, en ce qui concerne la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet pertinent. C'est un sujet qui concerne en fait le Cameroun et ses voisins. Depuis un certain temps, il y a des personnes qui se lèvent dans les réseaux sociaux et qui sont contre le Cameroun ou contre les Camerounais de façon générale. Et personnellement, ça me dérange, ça me gêne un peu. Bon, c'est vrai que ce n'est que sur un arbre qui a des fruits qu'on peut lancer des pierres. Donc, si vous voyez des enfants qui lancent des pierres sur un arbre, ça signifie que ces arbres possèdent des fruits. Donc, mais, est-ce que ces personnes-là ont raison de faire cela? Qu'est-ce qui les pousse à le faire? Est-ce que c'est de la jalousie? Parce que de façon générale en Afrique, le Cameroun est parfois détesté. Le Cameroun fait partie des pays qui font rayonner très souvent l'Afrique. Et il faut savoir une chose avant de commencer cette vidéo, que le panafricanisme dont les Camerounais voudraient, c'est pas qu'ils veulent absolument être les leaders. Ils veulent être parmi les leaders, pas absolument les leaders. On voudrait être parmi les locomotives, parmi ceux qui tirent vers l'avant, qui font avancer. Ce qu'il faut savoir, je vais vous faire suivre une vidéo tout à l'heure, pour ceux qui veulent suivre la vidéo jusqu'à la fin, d'un Gabonais qui parle aux Gabonais. C'est un exemple. Et je voudrais dire que vous devez savoir une chose, c'est qu'au Cameroun, lorsqu'un Camerounais part travailler, lorsqu'un Camerounais sort de son pays, on dit que le Camerounais part au front. Il dit je pars au front. Le front, c'est le lieu où il y a la guerre. Le front, c'est là où le lieu où il y a les combats. Donc ça signifie que chaque jour, le Camerounais sort pour aller combattre. Le Cameroun est un des. Ça, vous devez le savoir. Et ce n'est pas une bonne chose d'être contre quelqu'un. C'est une bonne chose de copier, de regarder ce qui est bien chez les autres et de les copier. Nous, on copie beaucoup. Les Camerounais, au niveau du Cameroun, nous copions. La Chine est un grand pays parce qu'elle a copié. L'Europe est un grand pays. Les États-Unis, le Canada sont des grands pays parce qu'ils ont su copier. Ils ont su prendre ce qui était bien. Et nous acceptons aussi que les choses s'adaptent. On sait que nous, on a nos réalités chez nous au niveau de notre continent. Et beaucoup de personnes détestent les Camerounais lorsqu'ils parlent du continent. Je vais revenir là-dessus. Il faut que je parle correctement, que j'essaie d'expliquer ce que c'est que le continent camerounais. Dans le fond, le Cameroun est une Afrique en miniature. Cela signifie que presque tous les climats qu'on retrouve dans l'Afrique, de façon générale, se retrouvent au Cameroun. C'est-à-dire que le climat qu'on retrouve au Tchad, dans l'Afrique, à l'Algérie, bref, partout en Afrique, on retrouve ce climat-là au Cameroun. Là, presque la quasi-totalité des climats retrouvés. Et les reliefs qu'on retrouve presque partout en Afrique sont retrouvés aussi au Cameroun. Le Cameroun possède plus de 250 langues dialectes parlées. Le Cameroun a, en fait, le potentiel touristique est énorme. Le potentiel touristique est énorme. Donc, le continent camerounais, c'est-à-dire, par exemple, l'Afrique en miniature, qui est le Cameroun, parce que c'est comme ça que nous, on doit apprendre à l'école, le Cameroun est une Afrique en miniature. Et vous voyez, au niveau de l'éducation, il faut comprendre donc pourquoi est-ce que l'Afrique est une miniature, donc pourquoi le Cameroun est une Afrique en miniature, parce que simplement, pendant les formations, pendant l'éducation des enfants, des étudiants, on leur fait comprendre que le Cameroun est une Afrique en miniature. C'est-à-dire c'est un continent, presque tout le continent qu'on peut retrouver au Cameroun. Donc nous sommes du continent camerounais. Nous sommes plus seulement dans le pays Cameroun, nous sommes dans le continent Cameroun. Donc, je suis en train de dire que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la formation et l'éducation. Il n'y a rien qui est acquis pour nous, qui est acquis de façon gratuite. C'est sous l'effet de l'effort, la persévérance, du travail, qu'on réussit à s'en sortir.
Et il faut accepter de se sacrifier pour un temps, pour être bien dans notre temps. Parce que rien n'est facile, rien n'est simple. Donc si vous attendez, si les gens s'attendent à ce que on décrète leur développement, qu'on décrète leur richesse, non, on ne décrète pas, on travaille pour ça, on s'organise pour ça, on souffre pendant un bon bout de temps pour ça. Quand le Camerounais est au Cameroun, il sait qu'il doit changer la vie, sa propre vie d'abord, la vie de sa famille, la vie de son quartier, la vie de sa communauté, la vie de son village, la vie de sa région, la vie de son pays. Il sait qu'il doit changer dans la vie de sa communauté, la vie de ses voisins, la vie, en fait, que par exemple, il doit améliorer les conditions de vie. Ses conditions de vie et les conditions de vie de ceux qui l'entourent. Voilà les raisons pour lesquelles très souvent, il doit aller se battre, il doit travailler. Il sait qu'il ne va pas dormir. Et que s'il dort, il ne va pas trop dormir. Il sait qu'il n'y a pas la place pour la paresse. Il n'y a pas la place pour la faiblesse. Observez par exemple, si vous voulez le développement, créez des conditions qui vont permettre ce développement-là. Les étrangers n'y sont pour rien. Sont pas, même si on les cède ces places-là, c'est-à-dire ces étrangers à quitter dans vos pays, dans vos régions, est-ce que vous allez réussir à vous en sortir par vous-même? C'est-à-dire que les travaux que ces gens-là viennent faire sont des travaux que vous ne pouvez pas accepter de faire. Ce sont parfois des travaux dégradants pour un être humain. Et est-ce que vous accepterez de faire ces travaux-là? Ce n'est pas jaloux parce que peut-être d'autres ont développé des business. Ce sont des business qui n'existaient pas. Ce sont ces personnes-là qui ont créé cela dans les conditions qui étaient difficiles, parfois très difficiles. Les débuts ont été très difficiles. Je me souviens par exemple, je suis dans un pays voisin à moi, et les conditions des étrangers, par exemple les Européens occidentaux, français particulièrement, étaient meilleures que les conditions des pays voisins comme les Camerounais. C'est-à-dire, par exemple, le français payait 50 000 francs pour un séjour d'une année, alors que pour la carte de séjour, pendant qu'un Camerounais payait presque 500 000 francs, près de 500 000 francs. Et vous voyez par exemple que ces conditions de 2 poids 2 mesures, en fait, je ne voudrais pas trop m'attarder là-dessus. Mais malgré qu'on avait rendu les conditions difficiles au Camerounais, il réussissait à se battre et à s'en sortir. Donc, personnellement, je voudrais vous dire que si vous n'apprenez pas à vous battre, si vous n'apprenez pas à travailler, ça ne sera pas facile, ça ne sera pas évident. Copier ce qui marche. Essayez de travailler pour que les choses puissent s'améliorer. Donc, essayez de tout faire pour que les choses puissent bien marcher, pour que les choses puissent bien évoluer. C'est à vous. C'est à vous seul. Si vous attendez là, vous restez là, vous n'allez rien avoir. Il faut aller vers, il faut aller chercher. Ne pensez pas que peut-être que ceux qui arrivent à leur pouvoir, ceux qui sont au pouvoir dans le fond, ne peuvent pas décréter le développement. C'est vous qui devez les porter. Vous devez porter sur vous, de les soutenir, de faire en sorte que vous tous, to ground, c'est-à-dire vous devez monter ensemble. Vous devez permettre de grandir ensemble, d'évoluer ensemble pour que le développement puisse être effectif. Le développement ne se décrète pas. Chers pays voisins, ne menacez pas les étrangers chez vous. Parce qu'en les menaçant, je ne sais pas ce que vous tirez comme profit. S'ils rentrent, qu'est-ce que vous allez gagner dans le fond? Et ces autorités qui soutiennent ceux qui créent le désordre. Si par exemple on déteste ces gens chez vous, c'est parce que vous montez ces gens-là pour qu'on déteste les étrangers. En donnant l'impression que votre incapacité à pouvoir améliorer les conditions de vie de vos citoyens sont causées par les étrangers. C'est-à-dire que, par exemple, ce sont ces Camerounais qui sont à l'origine du fait que les nationaux n'ont pas les emplois. Vous êtes en train de faire quelque chose qui, par exemple, s'est fait en Afrique du Sud à un moment donné. C'est-à-dire, on a fait croire aux Sud-Africains noirs que ce sont les Nigérians, les Ghanéens ou les Camerounais, les autres habitants de l'Afrique qui étaient à l'origine de leur malheur, qui prenaient les emplois qui étaient destinés à eux. Donc, la plupart du temps, ces étrangers viennent pour les emplois que les nationaux ne veulent même pas exercer. Parce qu'il est difficile pour un État de donner des emplois, par exemple,
aux étrangers, sachant que leurs propres citoyens n'ont pas de travail. La plupart des temps, ce sont des travaux que... Imaginez, je vais prendre un exemple simple. Aujourd'hui, on retrouve les Camerounais dans les toc-toc, c'est-à-dire ceux qui donnent les cordonniers ambulants. Combien, par exemple, de Camerounais peuvent accepter de faire ce genre de travail? Bon, je dis les Camerounais le font parce que les Camerounais savent copier ce qui marche. Ces gars qui faisaient les toc-toc faisaient la cordonnerie de proximité. C'est-à-dire, à une journée, le gars se prenait un 15 000, un 20 000 francs, comme la blague. Voilà un business, une opportunité de business, par exemple. Les cordonniers ambulants, les tailleurs ambulants. C'est-à-dire ceux qui sont là pour, par exemple, passer dans les quartiers, rafistoler les habits. Très souvent, on se moque d'eux. On ne sait pas combien ils se remplissent, combien ils se remplissent les poches. Donc, je voudrais attirer votre attention sur le fait que ces étrangers, la plupart du temps, font des métiers qu'ils ont créés eux-mêmes, des métiers dénigrants, dégradants, que très souvent, vous ne pouvez pas accepter de faire. Aujourd'hui, par exemple, vous voulez faire du petit commerce, alors qu'à l'époque, vous ne le faisiez. Les gens discutent les comptoirs, disent que tous les étrangers ont les meilleurs comptoirs. Vous voulez, battez-vous pour avoir les positions. Ce qui est sûr, une position dans un marché coûte cher. Vous ne pouvez pas, par exemple, parce que c'est votre pays, dire que vous avez la priorité sur une personne qui s'est installée et qui n'est pas venue s'installer comme ça. Ce sont vos autorités qui l'ont installé. Et ces autorités ne peuvent pas venir l'enlever n'importe comment. Parce que ça sera franchement de l'injustice. Et ça, vos autorités le savent. Sauf si c'est leur objectif de s'appuyer sur une politique, sur une technique politique qui consiste à accuser l'autre, à dire que moi je suis pour rien. Toute votre souffrance vient des autres. Et ils sont ces autres-là. Et ça ne va pas prospérer, je crois. Je crois que si, par exemple, ces personnes-là veulent marquer, frapper fort, c'est de faire quelque chose de sérieux. Par exemple, selon moi, attirer des personnes comme le Burkina l'a fait. Le Burkina est un pays exemplaire. Je vous dis pourquoi. Je ne dis pas que le Burkina est un pays exemplaire parce que Traoré est au pouvoir. Non. Non, c'est pas parce que Traoré est au pouvoir. Non. C'est parce que le Burkina, depuis un certain nombre d'années, depuis le départ de Blaise Compaoré, a décidé de s'orienter vers le développement. Et qu'est-ce que le Burkina a fait? Le Burkina a recruté des intellectuels venant de l'étranger. Le Burkina a commencé à construire de très grandes écoles de formation. Et ils ont recruté des enseignants venant de partout en Afrique. Bon, peut-être dans les jours qui viennent, je vais vous parler du fond. Je vais vous dire encore beaucoup de choses que le Burkina est en train de faire. Ou que, par exemple, ils ont envisagé de faire. Parce que le Burkina aujourd'hui est orienté vers son développement. Je ne suis pas en train de dire parce que la Russie, non, ça n'a rien à voir avec la Russie. C'est dont je suis en train de vous parler. C'est vrai, Traoré veut construire, par exemple, une très grande usine de transformation du pétrole et des ressources, donc construire certaines usines dans son pays. Mais il y a un problème. C'est qu'ils vont travailler dans ces entreprises-là. Est-ce qu'ils sont préparés, par exemple, par rapport à ça? Est-ce qu'ils ont formé des cadres qui sont capables de travailler là? Est-ce qu'ils ont des ingénieurs? Est-ce que ce sont des expatriés seulement qui vont venir donc occuper? Est-ce que, en fait, il faut comprendre le fond de ce que je suis en train de parler. Parce que, au niveau de la microéconomie, il faut comprendre que les salaires qu'on paye, par exemple, au niveau d'une entreprise, sont très importants pour le développement du pays. Ça, c'est la microéconomie. Ces salaires-là vont gérer les ménages. C'est ça qui permet aux ménages. Et imaginez par exemple qu'une entreprise d'extraction pétrolifère vient s'installer au Burkina Faso et qu'il y a peut-être 2000 employés. Que cette entreprise a 2000 employés. Et que ces 2000 employés, peut-être sur les 2000 employés, il y a 5 Burkinabés. Pour moi, selon moi, Burkinabé ne tire pas sérieusement profit des entreprises qui se trouvaient chez elles. C'est-à-dire, même si une grande entreprise se trouvait chez elle, même si leur pétrole est extrait et raffiné au plan national, jusqu'à là, ce pays-là ne tire pas vraiment profit. Parce qu'au niveau de la microéconomie, les populations ne profitent pas véritablement de cela. C'est un peu comme certaines personnes qui pensent que si on prend deux industriels qui viennent construire peut-être des champs, des plantations de 2000 hectares, 5000 hectares,
alors le pays se développe. Non, ce n'est pas le développement du pays. Le développement du pays, c'est beaucoup plus de la microéconomie. C'est-à-dire qu'il consiste, par exemple, à voir peut-être les micro-entreprises, des très petites entreprises, des moyennes entreprises. C'est-à-dire, par exemple, investir là-dessus. Ces entreprises de 2, de 5, de 10, de 15, de 30 employés. Ce sont ces entreprises, la plupart du temps, qui forment la force d'un pays. Au Cameroun, par exemple, si vous voulez savoir peut-être le maïs qui est vendu, est-ce qu'il y a, par exemple, une personne et qu'il y a 10 personnes? Je ne pense pas que, si on compte les grands producteurs de maïs au Cameroun, on va trouver 1000 grands producteurs. C'est-à-dire 1000 personnes qui ont plus de 10 hectares. Je ne pense pas. Mais il y a des personnes, on peut retrouver plus de 10 000, plus de 100 000, plus d'1 million de personnes qui cultivent des petits espaces de moins d'1 hectare. Mais qu'à la fin, chaque fois, il y a du maïs au marché. Pourquoi? Ça, c'est de la microéconomie. Ça, c'est, par exemple, et vous voyez, chaque fois, les provendiers ont du maïs, les brassiers ont du maïs, les ménages ont le maïs. En fait, vous voyez, par exemple, le fait d'investir, par exemple, sur les personnes. Personnellement, je trouve que c'est aussi quelque chose. J'ai un ami qu'à un moment donné, il pensait faire un très grand projet au niveau du Cameroun. Bon, lui, il m'avait promis qu'il devait être milliardaire et puis il avait un très grand projet au niveau du Cameroun. Mais ce qui a fait que je cesse de causer avec lui, c'est parce qu'il me disait qu'il devait faire venir les Chinois pour réaliser son projet. En fait, c'est un projet de l'élevage de lapins. Je lui ai posé la question, mais est-ce qu'il n'y a pas les Camerounais qui peuvent faire ce travail-là? Il me dit non. Les Camerounais sont... Il ne sent pas les Camerounais. Lui, il préfère les Chinois. Je lui ai demandé, mais attends, mon frère. Il y a les Camerounais qui peuvent faire le travail. Le problème, c'est de les motiver, d'être sûr qu'ils seront payés, de comprendre comment fonctionne leur psychologie. Si c'est que tu veux travailler et que tu as l'impression que les gens, là où tu veux travailler, sont paresseux, il ne faut pas les verser tout leur salaire une fois. Tu peux les payer par semaine, tu peux les payer par mois, tu peux les payer la quinzaine, ça tu peux les payer 2 fois par mois. Parce que si tu sais que en leur donnant tout l'argent, ils vont dépenser tout ça une fois, ils ne vont plus venir au travail. Alors, quelle est la politique, quelle est la technique que toi tu utilises pour remédier à ça? Aux États-Unis, on paye les gens par semaine. Je crois que c'est parce que ces gens ne peuvent pas attendre la fin du mois. Pourquoi est-ce que certaines personnes, certaines entreprises payent leurs salariés à la fin de la semaine? Il faut chercher à comprendre ça aux États-Unis et dans beaucoup d'autres pays dans le monde. Je ne pense pas que les populations sont paresseuses. Il s'agit de savoir les comprendre, de savoir les motiver. Et c'est la raison pour laquelle les filières dont certaines personnes, que les gens disent souvent que ça ne sert à rien à l'université, anthropologie, sociologie, psychologie, philosophie, voilà donc l'utilité. À ce moment-là, par exemple, pour comprendre la population, pour comprendre comment fonctionne un peuple, comment fonctionne une ethnie, vous ne pouvez pas la connaître sans parler d'anthropologie, sans parler de la sociologie, sans parler de la psychologie, sans parler de la philosophie. C'est impossible, sans parler de l'histoire, de la géographie. Donc ces choses que, dans ces filières, ces disciplines que les gens négligent et que les gens disent que ça ne sert à rien, ont toute leur importance dans une société. Sinon, les États auraient déjà annulé ces filières-là. Il n'y a pas que les filières scientifiques qui sont importantes. Donc ces filières nécessaires sont indispensables. Donc vous allez suivre cette vidéo que je vous publie pour ce Gabonais qui donne quelques conseils à ses compatriotes. Aussi, de façon générale, je pense que ce conseil peut aider aussi, pas seulement les Gabonais, mais tout autre citoyen du monde, tout autre citoyen dans notre pays. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean Camden du groupe de répétition Nabla Yaoundé au Cameroun. Et je voudrais préciser que pour le moment, je suis à l'est du Cameroun. Je suis là pour les projets d'entrepreneuriat, je suis là pour les champs. Actuellement, nous avons lancé le campagne. Bon, de manière pour le maïs. Donc nous allons vous rendre compte. Les gens m'ont dit de ne plus montrer les choses à moitié. Il faut montrer quand il y a le début d'un processus. C'est ce que j'ai compris. C'est ce que je vais faire désormais. Donc c'est la raison pour laquelle, vous voyez, depuis un certain temps, je ne fais plus les publications des vidéos. C'est ce que je fais. Parce qu'à la fin, il sort une vidéo qui montre tout. Le début du processus, le milieu et la fin. Abonnez-vous. Aidez-moi à partager massivement cette vidéo. Vous savez, la Bible pouvait dire « Mon peuple périt faute de connaissance ». Si tu aimes le Gabon,
si tu as vraiment de l'amour et de l'intérêt pour le Gabon, s'il te plaît, partage cette vidéo massivement. Parce que sans la vérité, nous allons encore retourner dans les chaînes. Le manque de connaissance de mon peuple a conduit ce pays dans le chaos ces 30-50 dernières années. Et je ne suis pas prêt, ni pour moi, ni pour mes enfants, à revivre le même calvaire. Voilà encore une autre de mes compatriotes. Et voilà son commentaire. Elle dit de lui filmer combien de Gabonais font le taxi au Bénin et combien ils sont dans les marchés. Vous savez, nous ne pouvons jamais changer si nous ne réalisons pas, si nous ne voyons pas la vérité en face. Arrêtons de faire semblant. Arrêtons de chercher le mal ailleurs. On a la chance d'avoir un homme comme Brice Oligui qui a risqué sa vie pour délivrer le Gabon des griffes d'un bourreau. Si nous raisonnons comme ça, si nous continuons de raisonner comme ça, nous allons encore passer derrière la plaque. Et ce sera malheureux. J'ai mal au cœur quand je lis ce genre de commentaires. On va situer les responsabilités. Vous savez, la vérité est amère. Mais on dit, une faute avouée à pardonner. Il faut d'abord savoir reconnaître ses erreurs. Nous, Gabonais, pendant des décennies, on a été vantards. On a porté le titre de Gabonais comme si c'était un titre. Comme si Gabonais était millionnaire. Dieu a béni le Gabon à une dimension exponentielle. Mais malheureusement, la majorité des jeunes Gabonais n'ont pas le mental qui vont avec. Et quand tu essayes de dire la vérité, on t'insulte. Mais peu importe vos insultes, la vérité restera toujours la vérité et seule la vérité va permettre de libérer définitivement le Gabon. On n'est plus à l'ère où nous allons faire semblant. Le moment est arrivé de pouvoir voir la vérité en face. Où étaient les Gabonais? Où étions-nous quand les étrangers se sont initiés dans le taxi au Gabon? Que faisions-nous pendant ce temps? Que faisions-nous quand les étrangers ont pris le contrôle de nos marchés? Que faisions-nous? Vous voulez savoir ce qu'on était en train de faire? On était dans notre orgueil, dans notre fierté, dans notre vaine fierté. Ils se sont battus. La nation gabonaise n'a pas fait de cadeau à un étranger. Nous avons fait souffrir ces étrangers-là dans ce pays. Dans les années 80, 90, 2000 et consorts, on a fait souffrir les étrangers au Gabon. Ils n'ont jamais rien eu facilement. Une carte de séjour, ça coûtait combien? 1 million pour avoir une carte de séjour. Les gens, ils se battent, ils se tuent pour avoir leur carte de séjour. Pour faire les pièces à la mairie, pour avoir un espace, pour développer ton activité, ça coûte des millions pour les étrangers. Les gens, ils se sont battus. Ils se sont battus pour être là où ils sont. Ils n'ont pas eu les espaces dans nos marchés gratuitement. Et chaque jour, on vient les racler avec des tasses. Ils payaient des tasses plusieurs fois, même par jour. Tel agent de mairie vient, il donne sa quittance. Un autre agent de mairie vient, il donne sa quittance. Les étrangers ont vécu un calvaire au Gabon. La vie n'a pas été facile pour les étrangers. Ça,
il faut avoir du cran pour l'admettre. Et c'est vrai. Mais tout cet argent que nous avons raclé des étrangers, ça fait quoi à notre pays? Au contraire, ça a servi à remplir les poches des compatriotes gabonais corrompus de l'ancienne classe. Aujourd'hui, nous avons décidé de changer les choses. Grâce à Dieu, quelqu'un d'autre est arrivé. Mais je veux vous dire la vérité, mes chers frères. Nous devons d'abord changer notre façon de penser. Nous devons changer notre façon de fonctionner, changer notre façon d'agir et voir la réalité en face. Il est question aujourd'hui pour le jeune Gabonais de s'asseoir et de penser sérieusement à sa vie. Écoutez, dans le domaine du taxi, à l'époque, aucun Gabonais n'était prêt à être taximan. Aucun Gabonais n'était prêt à vendre dans les marchés. Et pour ceux-là qui ont essayé de vendre, quand le Gabonais investit 20 000 pour vendre, pour faire un commerce, dès qu'il a trouvé 10 000, il ne va plus au marché. Tu vois le Gabonais au marché aujourd'hui, 2 jours, 3 jours, dès qu'il gagne un peu d'argent, demain, tu ne le verras plus. Nous avons un problème de sérieux. Je ne dis pas tous les Gabonais, mais la majorité, parce que nous avons grandi dans la facilité. Ce n'est pas faux, c'est vrai. Nous aimons la facilité, alors que la vie dans laquelle nous sommes n'a fait de cadeau à personne. La vantardise, on ne veut pas se forcer. On a un parent ici, on veut profiter du parent, on veut profiter des avantages. Brice Oligui est arrivé, on veut encore profiter de lui. On pense qu'il est arrivé pour nous rendre la tâche facile, pour nous rendre la vie facile. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Brice Oligui est arrivé pour construire le pays. Et on ne construit pas le pays dans la facilité. On ne construit pas le pays avec des jeunes qui aiment la facilité. On construit le pays avec des jeunes qui sont véridiques, qui aiment la vérité, qui sont sincères, qui sont honnêtes et qui aiment le travail. Et le jeune Gabonais n'est plus honnête. La majorité des jeunes Gabonais ne sont plus honnêtes. C'est une partie à un Gabonais. Les Gabonais ne sont pas honnêtes. Pas tous les Gabonais, la plupart. C'est notre manque d'honnêteté. C'est notre manque d'honnêteté. Tu lui dis 15 000, il paye aujourd'hui, demain il ne va plus payer. Il va commencer à faire le bruit. C'est comme ça nous sommes. C'est ce que nous sommes. Et ça, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Tu veux faire ton affaire, tu veux rouler le taxi, tu es un jeune Gabonais et tu veux rouler le taxi, va remplir les formalités à la mairie. Prends ton taxi et commence à conduire. Tu es une femme gabonaise, tu veux vendre au marché, va à la mairie, va remplir les formalités. Les agents de la mairie vont te trouver une place et tu vas commencer à faire ton commerce. Mais je dis, ne perturbons pas des gens qui se sacrifient, qui se tuent pour gagner honnêtement leur vie au Gabon. C'est injuste. C'est injuste. Il y a des bandits. Mais la plupart de ces étrangers sont des gens qui gagnent leur vie à la sueur de leur front. Le Gabon ne leur a pas fait du cadeau. Reconnaissez-le. Le Gabon ne leur a pas fait du cadeau. Soyons honnêtes et sincères envers nous-mêmes.